moi, c'est mieux qu'il reste fidèle pour les valeurs de la partie politique. S'il reste fidèle à ses valeurs, il doit gagner dans les élections. Un parti, quand il a acquis du pouvoir, quand il devient un parti, un gros parti, il peut rester fidèle à son idéologie, mais il doit aussi suivre des règles générales et qui sont un peu les mêmes pour tous, parce que c'est le système qui veut ça. La première personne interrogée, elle dit que elle trouve que la personne la plus honnête, qui est la plus consistante sur sa ligne politique, devrait gagner. Donc c'est un peu normatif, mais ce que ça veut dire, c'est que cette personne, elle évalue positivement et fortement le fait qu'un candidat dise ce qu'il pense et que son programme soit très proche de ses propres convictions. Si on voulait piéger un petit peu cette première personne interviewée, ce qu'on pourrait faire, c'est lui dire « D'accord, vous évaluez ça positivement, mais est-ce que vous seriez prêt à voter pour un candidat très honnête, mais qui a des idées radicalement opposées aux vôtres ?» Donc on peut imaginer que non. Donc on pourrait essayer de raffiner un petit peu ce compromis que cet électeur-là, s'il vote, est prêt à faire entre l'honnêteté du candidat et la connivence un petit peu entre ses idées et les idées du candidat. Ce que la deuxième personne dit, elle évalue plutôt négativement le fait que des candidats appartiennent à un système. Et ce que je traduis par peuvent être très stratèges. Il y a un effet d'ancrage qui est très puissant. C'est un mot que je n'ai pas utilisé avant. L'ancrage, c'est le fait de pouvoir faire des choix et d'être relativement libre dans ses choix, sauf qu'on a une ancre qui est quelque chose qui nous est donné et qui nous fixe à une certaine position et de laquelle il est coûteux de dévier. Donc le problème que j'étudie, c'est un problème d'ancrage, parce que les partis politiques, ils ont une ancre quelque part. Ils peuvent essayer de gagner l'élection autour de cette ancre, mais ils ne peuvent pas s'en éloigner trop gratuitement. D'une part, en tant que réformiste, je vais être malheureux si je suis élu, mais que je dois faire des réformes qui ne me plaisent pas totalement. D'autre part, l'électorat va peut-être très mal accueillir la distance qu'il va y avoir entre mon discours et ce que j'ai fait dans le passé. Et finalement, je mentionnais aussi les militants qui ne vont pas du tout aimer l'écart qu'il va y avoir potentiellement entre le discours qu'ils veulent partager et ce que le candidat est en train de faire de manière un petit peu plus stratégique pour gagner l'élection. Alors pourquoi est-ce que quand on veut gagner une élection, on peut vouloir trahir sa pensée véritable ? C'est assez naturel, on peut vouloir gagner un nouvel électorat. Si on fait une étude et qu'on se rend compte que le programme qui nous donne le plus de chances de gagner l'élection est exactement aligné avec nos convictions, on est chanceux, mais il y a peu de chances que ça arrive. Il risque d'y avoir une marge entre les deux. Et que donc le programme stratégique ne soit pas exactement notre idéologie. L'électeur, lui, de toute façon, à moins d'avoir un tour de magie qui fait qu'il va y avoir un candidat avec lequel il est d'accord sur tout, sinon, il va de toute façon devoir trouver le représentant dont il est le plus proche, et il va devoir faire des compromis. Il n'a pas le choix. Il y a un deuxième point sur lequel l'électeur peut aussi faire des compromis, c'est le vote stratégique. Le vote stratégique, c'est quoi ? C'est de ne pas voter pour mon candidat préféré, parce que j'estime que ce candidat-là a peu de chances de gagner l'élection. Par exemple, dans un vote à 2 tours, comme l'élection présidentielle française, on voit que c'est une dynamique très importante au premier tour, de savoir est-ce que l'électeur il veut voter utile ou pas voter utile. Voter utile, c'est faire ce compromis, c'est de dire si mon vote était pivot, entre deux candidats qui sont proches l'un de l'autre et l'un des deux va passer au deuxième tour, je préfère voter pour celui que je préfère entre ces deux-là, quand bien même ce n'est aucun de ces deux candidats que je préfère réellement. On voit quand même, effectivement, que comme ce papier critique la difficulté qu'il y a à la fois jouer des élections et réfléchir à des idées, et ça montre en quelque sorte un petit peu la compatibilité qu'il peut y avoir entre ces deux choses. Si je veux gagner une élection, est-ce que à ce moment-là, je peux avoir un bon débat d'idées ? C'est pas facile. Donc comme ce papier s'intéresse à cette question, il s'intéresse indirectement au fait que si on pouvait décorréler ces deux choses-là, ça serait particulièrement intéressant. Donc pourquoi pas avoir des personnes différentes qui, d'une part, veulent être les représentants par une élection,
d'autre part, d'autres personnes qui réfléchissent plus fondamentalement aux enjeux de société et au débat politique. Parfois, on fait de la recherche en voulant s'intéresser à un problème, et puis dans le temps, finalement, on finit par répondre à une autre question que la première question à laquelle on s'était posé. Donc c'est exactement ce qui s'est passé dans cet article. La question à laquelle j'essayais de répondre à l'époque, c'est un problème très différent. C'est le problème d'entreprises qui ont, par exemple, un produit phare, un produit pour lequel ils sont connus, mais qui observent des opportunités de marché à changer certaines caractéristiques de ce produit. En fait, en commençant un petit peu à travailler sur ces équations, on se remarque que c'est aussi un problème d'ancrage, et que ce problème d'ancrage est en fait pas si différent du problème de l'homme politique qui veut sélectionner sa campagne. Et le fait de m'être rendu compte que ces problèmes-là s'appliquaient vraiment très bien à l'économie politique, en particulier tous ces problèmes d'ancrage, tous ces problèmes d'information et de plusieurs élections les unes après les autres avec des problèmes d'information, m'ont fait faire ce virage et maintenant plus aimer les applications économie politique.